Sunday Night Production. Grand espoir de l'équipe cycliste Groupama FDJ, champion de France sur route junior, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoir en 2022, 8e des Strade Bianche en 2023 pour sa première année. Mais connaissez-vous vraiment Romain Grégoire ? Par passion du vélo, Groupama vous propose la série de podcasts Face à Face. Partez à la rencontre des coureurs de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leur personnalité. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Après Thibaut Pinot, Stephen Kung et Arnaud Desmar, voici un nouveau Face à Face proposé par Groupama où nous allons nous intéresser à l'une de nos jeunes pépites françaises. Patrick Chassé est allé à la rencontre de Romain Grégoire, tout juste 20 ans, et des rêves plein la tête. Bonne écoute. Si vous vous demandez qui sera le prochain grand rouleur français dont tout le monde parlera dans quelques années, on a peut-être la réponse pour vous. Romain Grégoire, c'est ce coureur dont bruisse le petit monde initié du vélo, depuis son titre de champion d'Europe junior obtenu en 2021, dans la foulée de plusieurs titres de champion de France, dont le premier, obtenu en junior première année. Et oui, aujourd'hui, Romain n'a que 20 ans. Une seule saison dans la réserve de l'équipe Groupama FDJ lui aura suffi pour convaincre tout le monde qu'il pouvait être le chef de file de la nouvelle génération. Il est donc passé cette année professionnel aux côtés de 7 autres coureurs promus comme lui au sein de l'équipe première. Of France. Signore e signori, vi chiedo la vostra attenzione per l'inno nazionale della Francia. Il n'a que 19 ans et il est considéré comme le grand espoir du cyclisme français. Le bisontin Romain Grégoire, multititré chez les jeunes, s'épanouit désormais au sein de l'équipe réserve de la Groupama FDJ. Al suo re, Romain Grégoire. Je suis ses résultats depuis assez longtemps. Je pense que on tient une pépite, mais faut pas trop le dire pour l'instant. Bonjour Romain Grégoire. Bonjour Patrick Chassé. Tu es donc l'équipier de David Gaudu, Arnaud Desmar et bien sûr Thibaut Pinot. Et comme ce dernier d'ailleurs originaire de Franche-Comté, on sait que Thibaut avait le poster de Richard Virenque au-dessus de son lit. Et toi ? J'avais pas de poster dans ma chambre, mais je peux dire que j'étais un grand supporter de Thibaut Pinot. Et comme il y a par encore hasard. Pas longtemps, même en 2019, je peux dire que j'ai crié fort devant la télé quand il allait gagner son étape au Tourmalet. Mais est-ce que tu affichais quelque chose, toi, dans ta chambre ? Quand on rentre dans ta chambre, est-ce qu'on devine que tu es un sportif et que tu fais du vélo ? Tant qu'on n'ouvre pas le placard pour voir toutes mes habits de vélo, on peut pas tellement savoir que je fais du vélo, non. Il n'y a pas grand-chose dans ma chambre, un lit, une armoire et c'est très simple. Alors on sait que tu as grandi à Besançon, en tout cas dans la périphérie de la préfecture du Doubs. Mais raconte-nous un petit peu de quel milieu social tu viens finalement et comment c'était chez toi et dans ton environnement. Ouais, donc je vis et j'ai toujours vécu dans une grande maison à une vingtaine de minutes de Besançon. J'y ai toujours vécu avec mon petit frère et ma petite sœur. Tu as effectivement un petit frère qui fait du vélo comme toi d'ailleurs. Ouais, c'est pas un sport de famille. Mon père n'a pas été un grand coureur cycliste comme d'autres ont pu l'être, mais mon petit frère suit la même voie que moi en tout cas. Il est aujourd'hui à l'Amicale Cycliste Byzantine, il évolue en junior et il est bien motivé pour aller me dépasser un jour, donc faut que je fasse attention à moi quand même. Alors déjà qu'on te présente comme un peu le loup blanc, tu es en train de nous dire que y a une suite derrière, il y a un deuxième tome qui arrive. Ouais, il a 3 ans de moins, mais je peux vous dire qu'il me fait déjà mal aux jambes. Hein, donc aller rouler à l'entraînement avec lui, c'est pas toujours un cadeau. Pourtant, tu étais en avance, toi, déjà, à l'école, pour commencer, non ? Ça s'est bien passé, t'avais un an d'avance, c'est ça ? Ouais, j'ai eu la chance de sauter une classe à l'école primaire, le CP, ce qui m'a permis d'avoir toujours un an d'avance à l'école, et ça m'a aussi permis de passer le bac une année avant les autres. Quelle année ? Le bac, c'était en 2020 pour moi. Le bac confinement, dis donc. Donc j'ai pu faire mes années juniors sans être embêté par le bac. Et ça, c'est aussi un bel avantage quand on est dans les catégories juniors. Et oui, parce que c'est vrai que souvent, les échéances importantes, elles sont en même temps que les révisions pour passer le baccalauréat. Pas seulement dans le vélo, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et pour moi, ça n'a pas été le cas, parce que du coup, j'ai obtenu le bac en 2020. Ensuite, je suis parti dans mes études supérieures, avec un emploi du temps aménagé.
Et donc déjà dans mes années junior 2 en l'occurrence, je pouvais rouler autant que je voulais, on va dire, parce que ma charge d'études n'était plus très importante. Le vélo était ton premier sport? Le premier sport que tu as réellement fait sérieusement? Le premier sport que j'ai vraiment fait, c'était l'équitation. Le sport par lequel j'ai commencé tout petit. Et derrière, le vélo a vite continué quand même. Dès 6-7 ans, j'étais toutes les semaines sur un vélo. L'équitation, c'est venu comment? Ça, c'était la passion de mon père. C'était la grande passion de mon père. Il avait un cheval en demi-pension quand j'étais tout bébé. Et ouais, j'ai une photo de moi à 1 ou 2 mois déjà sur le cheval de mon père. Et ça, j'ai jamais pu vraiment débrancher. Je crois que depuis 1-2 mois, j'ai monté toutes les semaines jusqu'à mes 13-14 ans. C'était quoi? C'était le rapport à l'animal ou plutôt la compétition? Non, c'était surtout le rapport à l'animal. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas très chien, chat, animal domestique, mais avec les chevaux, j'avais vraiment une relation particulière. J'avais vraiment besoin d'aller les voir et de passer un peu de temps avec eux. Et aujourd'hui, c'est terminé ça? Aujourd'hui, le vélo prend beaucoup de temps, donc je peux beaucoup moins. Mais bon, dans les sorties à vélo, si je vois des chevaux dans un champ, je suis le premier à m'arrêter pour aller faire un petit tour vers les chevaux. Et puis, il y a un autre sport, quand on est en Franche-Comté, dans l'est de la France, on ne peut pas passer à côté, forcément, c'est le ski de fond. Ouais, il y a le ski de fond qui nous permet de varier un peu l'entraînement en hiver. C'est très complémentaire avec le vélo parce que c'est de l'endurance, mais aussi parce que ça mobilise tous les muscles de notre corps. Et au niveau respiratoire, VO2, ça travaille à fond. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment partir sur la Côte d'Azur au mois de janvier quand il fait froid. Moi, ça me dérange pas forcément de rester à la maison. Je vais monter sur mes skis de fond et je m'entraîne tout aussi bien comme ça. Autrement, mais tout aussi bien. La victoire et le titre de champion de France qui appartient donc à Romain Grégoire, qui est le premier à réussir le doublé contre la 7e place pour Melville Letier. La 9e place qui appartient à Sarfouet, la 3e. Et finalement, cet équilibre, tu l'as trouvé très tôt, cet équilibre. Bon, dans le sport, on a vu comment ça a évolué, mais même dans le vélo, tu es à l'AC Bisontine et déjà tu découvres un entraîneur qui va te suivre jusqu'à maintenant. Ouais, j'ai découvert mon entraîneur, j'étais que KD2. Je cherchais un entraîneur parce que jusqu'à KD2, c'était mon père qui me donnait des petits conseils à droite à gauche, mais sans réelle connaissance scientifique, on va dire, rapport à l'entraînement. Et c'est là que j'ai rencontré du coup Maxime Latourte en KD2. On a tout de suite matché et aujourd'hui il m'a emmené du niveau régional cadet au monde professionnel. Et donc ça c'est la belle histoire de ma carrière pour le moment. La sienne aussi, parce qu'il dit « il m'a poussé à progresser ». C'est quand même étonnant que c'est le coach qui dit ça, c'est pas l'athlète. D'habitude c'est plutôt l'athlète qui va rendre hommage à son coach. Là ça marche dans les deux sens. Ouais, et ben ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Parce que je me pose quand même la question, des fois je me rends compte de tout ce qu'il m'apporte. Je me rends compte que c'est lui qui m'a permis d'arriver à ce niveau et qui me donne tous les bons conseils au quotidien. Et dans l'autre sens, j'aurais bien aimé aussi pouvoir lui apporter quelque chose. Donc je me doute que je lui avais apporté un petit peu d'expérience, que je lui avais apporté 2-3 choses, mais ça fait plaisir de l'entendre. Et puis une évolution de carrière évidemment, puisque de l'AC Bisontine, il est passé à la Conti et maintenant donc il entraîne également des coureurs dans l'équipe première. Donc ça c'est une vraie progression. Alors, tu commences le vélo, mais plutôt par le cyclocross. Le VTT, le cyclocross, et ensuite la route, c'est bien ça? C'est ça. Donc j'ai commencé à l'école de VTT, à la SPTT Besançon. Mon éducateur de l'époque, Didier Galland, m'a emmené sur mon premier cyclocross, je me souviens c'était à Ornans. Donc j'ai participé à mon premier cyclocross sur un VTT. J'ai accroché tout de suite à la discipline. L'année d'après, j'ai réussi à avoir un vélo de cyclocross. Et de cette saison de cyclocross, je me suis dit, bah tiens, pour progresser en cyclocross, il faudrait que je me mette à la route. Donc j'ai acheté au début, je faisais de la route avec mon vélo de cyclocross. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur la route. Tu arrives sur la route et parallèlement, tu ne délaisses pas pour autant les études. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent dans cette équipe cycliste Groupama FDJ. Ouais, c'est d'abord pour moi un état d'esprit familial, je pense. Il n'a jamais été question chez moi d'arrêter les études pour le sport. Je suis parti en DUT GEA, dans lequel je suis toujours actuellement, qui m'a également permis d'avoir des... GEA, gestion des entreprises et administration, c'est ça? Exactement.
qui m'a encore permis d'avoir des emplois du temps aménagés. Et au final, ça fait 5 ans que je fais des études aménagées et 5 ans que je peux mener de front le sport de haut niveau maintenant avec les études. Quand tu es arrivé dans ce milieu, dans ce milieu professionnel, tout de suite, on a dit attention, les gens, le staff, les journalistes aussi, certains, ont dit attention, celui-là, c'est un phénomène. Beaucoup de coureurs ont parfois pâti justement de cette réputation, ou avant même d'avoir prouvé quoi que ce soit, on prétendait qu'ils allaient tout casser. J'ai eu de la chance, je pense, d'y être confronté très tôt. Parce qu'au final, j'ai eu mon titre de champion de France, le premier en junior 1. Donc j'avais que 16 ou 17 ans à l'époque. Ce qui est assez rare, hein, de gagner un titre de champion de France chez les juniors en première année. Et du coup, j'ai pu courir toute ma saison de junior 2 avec le maillot bleu-blanc-rouge. Donc sur chaque course à laquelle j'ai participé en junior 2, j'avais la pression, j'avais de l'attente du champion de France, de lui, il doit gagner, etc. Et donc j'ai pu m'y habituer. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec cette pression. Après, forcément, j'essaye de ne pas y faire attention. Parce que pour l'instant, c'est que des attentes. C'est pas des... On va dire que c'est concret sur mon passé. Mais mon futur au niveau professionnel, il est encore tout à écrire. J'ai rien fait encore au niveau professionnel. Donc je peux pas vraiment les croire en leur disant que c'est moi le futur grand coureur français. J'ai juste à le prouver. Et pour ça, il faut que je reste concentré sur moi-même et sur mes entraînements et ma performance. 50 metri per Romain Grégoire dove la strada spiana, l'urlo di gioia del corridore francese che si toglie un peso perché ha provato a vincerla una tappa al Giro d'Italia del 23, ci ha provato più di una volta e all'ultima opportunità il segno del campione, il colpo di Romain Grégoire. Secondo. Est-ce que ton jardin secret il est important? Est-ce qu'il est vaste? Ouais, et même si c'est au niveau de mes ambitions, j'ai pas vraiment peur de les dire. Je sais que mon rêve, c'est un jour de gagner le Tour de France. Ça reste un rêve pour l'instant, mais j'ai pas peur de le dire. Et j'espère que ça pourra se faire un jour. Gagner des grands tours, gagner des monuments, c'est le but de tout coureur cycliste, donc il faut pas s'en cacher. Alors on cherche toujours à mettre des étiquettes, enfin on pourrait dire une casquette sur la tête d'un coureur. On parle de toi plutôt comme d'un coureur au profil puncher-grimpeur. La haute montagne paraît encore un sacré défi. Toi, en revanche, tu parles du Tour de France. Certes, c'est un rêve, mais ça veut dire que tu penses que tu connais pas et les gens autour de toi ne connaissent pas réellement tes limites. Ouais, j'ai 19 ans, j'aurai 20 ans pour ma première saison professionnelle. J'ai vraiment pas envie de me mettre de limites. Que ça soit sur aucun domaine, que ça soit sur le sprint, la haute montagne, le punch. Pour l'instant, je sais pas ce que je vaux nulle part, on va dire. Donc on verra bien ce que vont m'apprendre mes 2-3 premières saisons en World Tour. Et pour l'instant, il faut y croire et il faut pouvoir rêver. Tu parlais tout à l'heure de Maxime Latourtre. On s'est parlé. Et il me disait, je lui demandais ce qui était le plus incroyable chez toi. Et il m'a dit, il y a 2 Romains. Celui qui est un petit peu à sang-froid et celui qui est un animal plutôt à sang chaud. Et il dit, ce qui est le plus impressionnant, c'est ta capacité à passer de l'animal à sang-froid à l'animal à sang chaud et vice-versa. D'ailleurs, il a bien du courage de m'accompagner depuis 4 ans au quotidien, parce que c'est vrai que quand j'ai le sang chaud, je peux être vraiment désagréable, je pense. Mais c'est comme ça qu'on va chercher les plus beaux résultats. C'est qu'en course, à l'arrivée d'une course, si ça n'a pas marché, il ne faut pas venir me parler, quoi, parce que si je prends le départ, c'est pour gagner, et si j'arrive pas à gagner, ça m'énerve. Et ouais, des fois, je peux avoir des réactions assez fortes, mais après, une fois que les choses sont calmées, que les choses se sont posées, j'arrive à réfléchir et à tirer les leçons de ce qui s'est passé. Cet entourage qui t'a accompagné dans tes premières années, chez les juniors, chez les espoirs, est-ce que tu as envie de le maintenir, ou est-ce que tu penses que dans la progression, on doit marquer des ruptures, changer? À un moment, tu l'as dit toi-même, il a fallu que tu prennes un entraîneur, même si c'était ton père, tu voyais on te le disait sûrement, qu'il fallait avoir un entraînement plus scientifique. Est-ce que ça va continuer comme ça, selon toi, au fil des étapes? J'y ai déjà réfléchi à changer d'entraîneur. C'est un peu la question ici. Je pense qu'il faudra changer un jour,
pour apporter de nouvelles choses. Mais pour l'instant, je suis dans une spirale très positive. Je sens que je progresse encore à grande vitesse et j'ai pas envie de casser cette spirale-là pour le moment. Pour l'instant, ça marche. Et je pense que ce qu'il faut le garder, surtout avec ce qui marche, il faut le garder, surtout avec tous les changements que je connais d'année en année. Là, pour le coup, ça fait 3 ans que je change d'équipe entre la Conti et la World Tour. Au final, ça fait des gros changements quand même dans ma vie tous les ans. Et de pouvoir garder cette stabilité dans l'entraînement, tant qu'il fonctionne, il faut le faire, je pense. Oui, on me dit que tu es quelqu'un qui est quand même, bien sûr, très ambitieux, mais toujours avec une certaine raison. L'ambition raisonnable, même si c'est un petit peu antinomique. Forcément, il ne faut pas rêver trop grand non plus. Faut ah bah non, tu veux juste gagner le Tour de France, t'as raison. J'ai pas dit que j'allais gagner cette année. Non, on aurait été étonnés. Il faudrait déjà être au départ. Hein, et j'ai pas dit que j'allais le gagner non plus. J'ai dit que j'espérais pouvoir le gagner. Mais ouais, non, faut quand même être raisonnable. Faut gravir les échelons petit à petit. C'est pour ça que la Conti a été la passerelle parfaite pour moi entre le rang junior et le rang World Tour. Cette année, j'arrive dans le World Tour. Il y aura encore des paliers à passer avant d'atteindre le très très haut niveau. Il y aura des courses à faire en découverte. Et on verra bien comment ça évolue, à quelle vitesse j'évolue. Et on adaptera le programme en fonction de ça. En dehors du Tour de France, qui peut être un rêve lointain, est-ce qu'il y a, quand on arrive chez les professionnels, des courses où on se dit « Oh là là, celle-là, je veux y aller le plus vite possible ». Justement, toi qui passes pour un homme à la fois pressé mais raisonnable. Bah maintenant que je suis dans le World Tour, je pense que je peux me permettre au moins d'y participer, de rêver de pouvoir y participer à des courses, forcément c'est les monuments, des courses comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie. J'ai déjà eu la chance de pouvoir rouler sur ces routes et c'est quand même des routes mythiques qui donnent très envie d'y aller. Donc ouais, s'il faudrait en relever 3-4, je pense que ça serait Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie, le Strade Bianche ou le Tour des Flandres. Et là, on voit qu'on est dans des registres différents, c'est-à-dire à la fois les Flandriennes, les Ardennaises, et puis je dirais même les Strade Bianche qui sont un petit peu entre les deux, ou qui sont sur les deux registres. Les courses d'un jour, comme les courses par étapes, c'est ça en fait le truc. Tu vas tous les bouffer. Non, pas du tout, mais ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je veux pas me mettre de limites et je veux pouvoir tout découvrir. J'ai que 20 ans et ça va être la bonne occasion, je pense, mes 2 années professionnelles pour tout découvrir. Et après, j'aurai le temps de me poser et de faire le tri dans ce qui me convient, ce qui me convient pas. Pour l'instant, s'ils veulent me mettre sur une course toute plate à bordure et puis le lendemain sur une étape de montagne à 4000 DD+, moi je veux tout essayer. Tu es peut-être le symbole d'une génération de coureurs français qui n'aura pas peur et qui aura le courage aussi d'afficher ses rêves, ses envies, ses espoirs. C'est pas si fréquent ça. Je pense que c'est une mentalité très française ça, d'avoir peur d'afficher ses ambitions, parce que si la société française, je pense, nous tombe un peu dessus quand on affiche des ambitions et qu'on n'arrive pas à les réaliser. Mais j'ai pu côtoyer d'autres coureurs de Belgique ou d'autres pays comme ceux-là, et eux, ils n'ont pas peur de dire qu'ils veulent gagner telle ou telle course. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais non, ça ne me fait pas peur d'afficher comme ça des ambitions, en tout cas. La notoriété médiatique, tu parlais d'une première notoriété qui te tombe dessus déjà, ça risque d'aller vite, surtout si, enfin je te le souhaite d'ailleurs d'une certaine façon, ça voudra dire que tu gagnes des courses. Est-ce que comment tu appréhendes ça justement ? Tu sais que ça change un peu la vie. Ouais, ça doit changer la vie. Et pour ça, j'ai quand même mon cercle proche où je leur ai demandé de bien faire attention à ce que je reste justement le même, ce que je garde les pieds sur terre et qu'ils me le disent très très vite si je commence à faire des réflexions de stars, on va dire, ou de personnes qui se croient au-dessus des autres. J'espère vraiment pouvoir rester le même malgré la notoriété si elle arrive. Et ça, je mettrai une vigilance toute particulière. Merci Romain Grégoire pour cette interview. Merci Patrick pour cet échange avec Romain Grégoire. À l'écoute de cet épisode, la première chose moi que j'ai eu comme émotion, ce qui est ressorti, c'est cette maturité. Vous, en tant que sportif, en tant que journaliste, quand vous êtes confronté comme ça à un jeune coureur professionnel, est-ce qu'on s'attend à avoir autant de maturité dans l'échange, dans le discours ? Non, d'abord parce que tout réflexe humain, c'est de se remémorer, nous, chacun
chacun pour soi ce qu'on était au même âge. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pas terrible. Me concernant. Donc c'est ça qui est remarquable. Mais aussi la différence, c'est que c'est des athlètes de haut niveau. Donc et ils en ont pris conscience. Ils n'en ont pas pris conscience la veille de passer professionnel. Et lui, c'est ça qui est intéressant. C'est à quel moment, on l'a évoqué, à quel moment, voilà, cette prise de conscience que il n'est pas un coureur lambda dans un peloton amateur qui fait du vélo pour se marrer le dimanche et aller éventuellement gagner une course. Très vite, visiblement, il a pris conscience de ça. C'est quelque chose qui est vraiment le reflet de ce qu'est le cyclisme professionnel aujourd'hui, où on voit effectivement des gamins de 20 ans qui sont capables tout de suite d'être opérationnels. Alors, il le dit justement dans l'épisode qu'il est habitué à cette pression de par ses titres de champion de France notamment. Mais à 19 ans, on peut imaginer que même le fait, si on est habitué à la pression, on peut un peu s'enflammer, sortir du cadre. Est-ce que là aussi, il y a ce cocon familial qui est notamment, il va rouler parfois avec son jeune frère également, qui est présent. Mais est-ce que c'est ce cocon familial qui peut lui permettre de garder les pieds sur terre, cette fameuse expression de garder les pieds sur terre? Oui, en fait, bien sûr que c'est le fait que ses parents ne soient pas... Parfois, vous savez, les parents, on a vu dans les épisodes précédents des parents, je pense à Arnaud Desmar, dont on a parlé, même Stephen Kung, où l'environnement familial favorise l'éclosion du coureur. Mais on a aussi... Alors là, évidemment, je ne citerai pas de nom et j'en connais pas, heureusement, dans l'équipe Groupama FDJ, mais où les parents, mais je pense plutôt au monde amateur, où les parents ont un rôle un peu toxique, un peu nocif. Là, on sent bien que le fait que les parents ne soient pas des vrais passionnés de vélo, mais plutôt de chevaux, en ce qui concerne le papa. Ça permet de relativiser, en fait. Voilà, c'est à la fois la connaissance du sport dans l'exigence particulière de n'importe quelle discipline sportive. Donc il y a une conscience des parents, mais il y a une retenue à ne pas vouloir être trop directif et à laisser justement le coureur grandir. Et alors on sent également qu'il y a une certaine ouverture d'esprit, malgré le jeune âge, il y a une ouverture d'esprit de Romain Grégoire, puisque, il faut le préciser, Romain Grégoire est toujours en études, c'est-à-dire qu'il poursuit ses études en parallèle d'être coureur professionnel. Là aussi, est-ce que de par l'expérience que vous avez, Patrick, vous êtes côtoyé souvent des cyclistes professionnels qui font leurs études? Est-ce qu'il y a une approche différente du sport? Est-ce qu'ils ont un comportement différent? De plus en plus, en tout cas, on le voit. Et d'ailleurs, ça a été longtemps encouragé. Ça a été encouragé justement parce que parfois un jeune coureur n'a pas la maturité nécessaire a besoin justement qu'on le raccroche à autre chose et pas seulement à sa compétition pour pas qu'il se mette trop de pression. Chez Groupama FDJ, d'ailleurs, depuis de très longtemps, la Française des Jeux avait mis en place un programme qui permettait donc à des coureurs à la fois de mener leurs études et de mener aussi une carrière professionnelle. Jérémy Roy, ingénieur, tout en étant, même majeur de sa promotion, tout en étant étudiant. Après, en ce qui concerne Romain, moi, en l'écoutant, je me suis dit, il n'a pas besoin de ça. Il n'aurait pas besoin de ça. Après, ça lui apporte malgré tout un confort. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'il a déjà tellement la tête sur les épaules que lui n'a pas forcément besoin d'un dérivatif. Il le ressent comme ça. Donc voilà. Je crois en tout cas que dans l'époque actuelle, on revient un petit peu en arrière à ce niveau-là. C'est-à-dire que les coureurs étant efficients de plus en plus jeunes, ça sera peut-être plus difficile pour eux de mener de front une occupation scolaire ou en tout cas des études supérieures. Là, il explique dans l'épisode que dans les 2 ans à venir, en fait, il veut tout essayer. Oui. D'un week-end à l'autre, changer complètement de typologie d'épreuve pour justement découvrir vers quoi il va pouvoir se concentrer. Mais effectivement, regardez dans cette équipe, il y a des coureurs comme ça dont le parcours a évolué. Je pense à Valentin Madouas qui a d'abord fait une place dans le Giro avant de découvrir les classiques. Et puis finalement, maintenant, il est plus coureur de classiques. Donc, vous voyez, Stephen Kung, qu'on en a entendu auparavant, eh bien, lui est un coureur au départ complètement tourné vers le chrono. Et puis finalement, il s'est ouvert vers les classiques et il fait même le classement général de courses comme le Tour de Suisse. Donc, soit c'est une nécessité de changer, de se redéfinir dans une carrière. Lui, il n'en est pas là, bien sûr, Romain. Il en est plutôt
de trouver ses points forts. Et pour connaître ses points forts, il n'y a pas de secret. Il faut aller un petit peu partout, dans tous les registres. Et puis pour connaître ses points forts, il y a aussi le travail, la relation avec son entraîneur. Il parle de son entraîneur. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la manière dont il en parle, puisqu'on ça transpire à travers l'épisode que son entraîneur, quelque part, se développe, se déploie et progresse aussi à travers lui. Ils s'apprennent des choses quelque part mutuellement. Là aussi, de par votre expérience, est-ce que vous avez comme ça des exemples à nous donner sur des relations sportifs et entraîneurs ? Alors, beaucoup moins. J'ai trouvé ça très original, effectivement. C'est-à-dire que ça marche pas. Le couple est quelque chose qui existe dans beaucoup de sports individuels. Je pense au tennis, à l'athlétisme. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Et d'ailleurs, le couple, comme dans tous les couples, parfois reste fidèle, parfois il y a des divorces, parfois il y a des retrouvailles, etc. Là, honnêtement, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire, un entraîneur, Anthony Bouillot, qui le connaît en Franche-Comté, ils sortent un petit peu du même creuset, amateur, là c'est Byzantine, tout ça, puis hop, il va passer les échelons avec lui. Et puis, il passe par la Conti, donc l'équipe réserve. Et maintenant, Anthony Bouillot est l'un des 4 entraîneurs de l'équipe Groupama FDJ. Ça veut dire qu'il y a 30 coureurs dans l'équipe, donc il doit en avoir un petit quart à son service. Donc il doit s'occuper non plus de son champion, mais de 7 ou 8 coureurs. J'ai trouvé que la relation l'histoire était belle quelque part. J'ai trouvé que c'était original. Et vous avez noté quand même, ce qui est sympa, c'est qu'il rend hommage. Exactement. Il rend pas hommage, c'est mieux que ça, il est surpris. Ouais. Il dit ça, il dit donc que lui aussi il progresse. Je suis content que ça lui apporte ça parce que parfois. Donc ça veut dire que Romain Grégoire, alors qu'il est devant l'inconnu de sa vie, de sa carrière, malgré tout, se soucie déjà malgré tout de son entourage. Il avance pas dans. On sait, les coureurs, les sportifs d'une manière générale, ont quand même un ego qui prend le dessus. Ouais. C'est indispensable de toute façon pour performer, pour un champion. Ça n'exclut pas quand même de temps en temps de regarder autour de soi exactement ce qui pousse. Et là, c'en est parfaitement l'exemple. Et puis il y a ce rêve de Tour de France. Où il explique qu'un jour il aimerait ou il souhaiterait gagner le Tour. Et quand on a 19 ans comme ça peut paraître parfois un peu prétentieux. C'est très français, ça. Non, mais c'est vrai que c'est très français. Et on sort il assume parfaitement, il le dit d'ailleurs, il en parle dans l'épisode. On sort de générations qui n'auraient jamais osé parler comme ça. Mais pourquoi ? Mais quand on a un tel talent. Mais il l'explique bien. C'est pas le talent qu'il met en avant, c'est ses rêves. Ouais. Donc il dit ça, je trouve que je le gagnerai pas. Mais pourquoi je vais cacher mes rêves ? Et moi je trouve que ça le rend vraiment sympathique. Ouais, c'est génial. Et s'il y avait des mots à poser sur l'échange que vous avez eu ou même le champion, le sportif qui est Romain Grégoire, ça serait quoi ? Encore une fois, un mot c'est difficile. Un mot c'est difficile. Il y a quelque chose de très contrasté. J'ai pas le mot, mais le contraste qu'il y a chez ce personnage qui à la fois est structuré, organisé, confiant, serein, et d'un autre côté cette capacité à se mettre une pression de dingue sur les épaules. Moi, son entraîneur me disait à quel point quand il est pas content, il est pas content. Il le dit effectivement, mais c'est pas très facile à vivre. Voilà, il a l'air sympa comme ça, mais peut-être que dans l'intimité, quand ça va mal, il vaut mieux effectivement prendre un autre chemin. Donc voilà, c'est ce contraste-là, moi, que je trouve très intéressant chez ce garçon. Cette exigence du champion. En tout cas, un grand merci, Patrick, pour ce partage. Merci à vous. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau face-à-face avec Valentin Madouas. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté la capsule Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs, en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez nos engagements vélo sur nos réseaux sociaux et sur groupama.fr.